j'exerce le métier d'éleveur dans le même esprit que mon père. Parce que, par rapport à le rapport à la nature, la sensibilité à l'animal, c'est ce qui m'a fait aimer ce métier. C'est parce que j'ai adhéré à la sensibilité, notamment de mon père, mais de mes parents. Je fais pas le même métier que mes parents. La base est la même, mais ça a beaucoup évolué. Les unités de production ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est obligé d'être de plus en plus important pour pouvoir vivre de notre métier. Les normes environnementales ont changé. On doit respecter beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup de règles qu'on nous impose. C'est pas toujours facile, mais il y a eu une époque où il y avait probablement pas assez de règles et puis on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on en paye le prix. C'est quelquefois difficile de respecter les règles, mais on le fait parce que c'est nécessaire pour le bien de la planète, hein, entre autres, pour le bien de tout le monde. Ça a énormément évolué. Énormément évolué dans beaucoup de choses, dans la qualité de vie aussi, parce que nos parents trimaient beaucoup plus que nous quand même. Je dirais que tout a changé. Moi, ma façon de travailler par rapport à la façon de travailler de mes parents n'a pas beaucoup changé. Enfin, j'ai dû m'adapter, bien entendu, à l'évolution de l'agriculture, surtout à l'évolution, je dirais, plus au niveau des papiers. Sûrement pas à la façon d'exercer le métier. Donc mes parents étaient déjà exercés, on pourrait dire, qu'ils étaient en agriculture durable, on pourrait dire ça, même si à l'époque, on n'utilisait pas ce mot. Aujourd'hui, moi, je suis en agriculture biologique, donc j'ai un agrément, en tout cas, depuis... maintenant, ça approche la vingtaine d'années, mais je travaillais comme ça auparavant également. Donc, mes pratiques n'ont pas beaucoup changé par rapport à celles de mes parents. Cette période, quand on remonte à la période des grands-parents, des arrière-grands-parents, le monde était rural, était paysan, donc on se transmettait des savoirs, on se parlait, on était solidaires, ou pas d'ailleurs. La vie n'était pas toujours si brillante et si rose que ce que l'on veut bien dire quand on analyse un peu l'histoire. Mais néanmoins, quand même, la transmission se faisait de façon orale. Et quand on parlait de transmission de patrimoine, on transmettait bien sûr sans doute un outil, pas toujours, mais au moins l'expérience. Et aujourd'hui, sans doute, ce qui différencie, c'est qu'on transmettra peut-être plus facilement un patrimoine qu'une expérience. Et cette expérience, elle passera par des filtres, la science en particulier, et des chaînes longues de savoir et de plus en plus segmentées. Un agriculteur maîtrisait l'intégralité de sa chaîne de valeur, de sa chaîne de production. Aujourd'hui, il est plutôt à devoir s'accommoder à des spécialités. On est éleveur laitier, on est éleveur de volailles, on est éleveur de porc. Autrefois, toutes ces productions coexistaient. La polyculture et l'élevage n'étaient pas qu'un même mot, c'était un mode de fonctionnement en circuit court. D'abord pour les besoins de la famille, le surplus étant mis sur le marché. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. On travaille pour un marché avec un certain nombre d'intervenants. Et donc cette chaîne de valeur s'est considérablement allongée. Et à chaque fois qu'elle s'allonge, c'est une perte d'autonomie, une perte de responsabilité, une mise sous tutelle, une forme de contractualisation, mais en tous les cas, une perte d'indépendance. Mes parents étaient paysans, donc ils avaient des porcs en conventionnel, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais c'est vrai que je pense que j'ai mis longtemps avant de me dire j'ai pas fait un cursus de formation agricole en fait. J'étais plutôt moi dans l'animation au début avec les enfants. Et puis j'y suis venue petit à petit parce que voilà, ça s'est imposé à moi un peu quoi. C'est vrai qu'avant, quand j'étais à l'adolescence, fin d'adolescence, je me disais jamais je m'installerais parce que c'est vrai que mes parents étaient en cochon. C'est une filière qui, on le voit encore maintenant, qui galère beaucoup au niveau des coûts, au niveau des prix. Donc moi j'ai toujours vu mes parents un peu
ramer quoi quand même dans leur métier, aimer leur métier, mais voilà, avoir des difficultés à en vivre. Donc je m'étais dit jamais je ferais ça, et puis voilà, petit à petit ça s'est un peu imposé à moi. Après il y avait quelque chose d'important pour moi, c'était toujours cette histoire d'arriver à un produit fini, de pas être productrice de matières premières et de pas savoir où vont mes produits, et de pas savoir pourquoi le prix monte et puis il redescend, enfin d'être tributaire de ça. Voilà, moi je voulais vraiment maîtriser tout le cycle, quoi. C'était vraiment important pour moi. J'ai toujours été passionné par l'agriculture. Je dois dire que mon père a quand même pas mal participé à me conditionner. Mais j'apprenais bien à l'école et mes parents, pendant une période, ne souhaitaient pas que je fasse des études agricoles. Ça a été difficile de les convaincre de me laisser faire des études agricoles. Et j'ai fait ces études agricoles. J'ai arrêté assez jeune. Ils ne voulaient pas que j'arrête non plus les études. Et donc, je me suis installé très jeune, à 18 ans. Et je n'ai aucun regret de mon choix de carrière. La relation n'est pas entretenue de manière très, très forte avec mon père, notamment parce que je pense que lui a beaucoup plus subi son métier d'agriculteur. C'est un peu dans les familles bretonnes, il y avait souvent de la part des parents en général, mais du père en particulier, une injonction sur l'évolution de carrière, enfin en tout cas les choix de formation des enfants. Et lui, il a été celui à qui on a dit « ben tu resteras ». Et je crois que s'il s'est investi dans le militantisme et dans l'engagement syndical notamment, c'était aussi pour donner la pleine mesure intellectuelle de ses ambitions, et que le métier d'agriculteur était un peu subi. Alors que, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment inverse, c'est-à-dire que j'ai choisi ce métier-là véritablement, et je l'assume du coup aussi dans la durée. Donc le rapport que j'ai à la tradition, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, je défends une certaine façon une tradition, c'est-à-dire la tradition du métier de paysan, qui consiste à protéger la terre, protéger les animaux, protéger les hommes aussi, bien entendu, puisque tout ça est lié. Et en même temps, je m'inscris pratiquement en rupture avec le modèle dominant productiviste qui se réclame de la tradition, mais qui, à mon avis, est une fausse tradition. C'est-à-dire que le modèle productiviste, pour moi, aujourd'hui, s'inspire plus de l'industrie que de la paysannerie. Et le lien entre tout ça, c'est la technique, voire l'hyper-technicité, qui est aujourd'hui sollicitée dans les élevages industriels pour prétendre à un revenu correct, ou même à l'acceptabilité par les autres paysans, quoi. Donc il y a une forme d'isolement là, de ceux qui ne rentrent pas dans le système dominant, qui m'inquiète beaucoup et que je ne vis pas très bien. Qu'est-ce qui m'est positif? Il y a pas mal de choses, parce que bon, il y a les tracteurs qui sont arrivés tout de suite, et avec le matériel. Alors donc, les chevaux ont été plus ou moins, peu à peu, abandonnés. Parce que même si c'était des petits tracteurs qu'on avait au début, on faisait 3 fois plus de boulot dans la journée qu'on faisait avec les chevaux. Mais bon, il y a aussi, tout n'est pas bien de ce qui s'est passé. Parce que chacun dans sa petite ferme vivait. Il n'y avait pas besoin d'avoir une grande ferme. Ceux qui n'étaient que 2 personnes n'avaient pas besoin d'une grande ferme. Et si c'était bien fait, ils arrivaient à gagner leur vie. Maintenant, ce qui s'est passé, on a continué d'éliminer les petits. Quand il y avait des anciens qui lâchaient leur ferme, si on pouvait,
on le mettait à suivre une autre. On a continué d'agrandir et d'agrandir, c'est-à-dire qu'il faisait les gens partir. Toujours grossir pour grossir, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit l'essentiel pour l'avenir. Moi, je dis, il faut rester dans un rapport humain par rapport à ce qu'on est capable de faire, ce qu'on sait faire. Et malheureusement, on voit trop de gens dans notre métier qui continuent à empiler un peu du travail de plus en plus, et puis à un moment, ils sont dépassés. Et dans l'avenir, pour les jeunes, c'est bien le modernisme et tout ça, mais le rapport à la nature, le rapport au métier est quand même très important, et surtout à l'animal. Et dans le métier de producteur de lait, il y a un certain nombre d'animaux qu'on peut s'occuper, mais bon, il ne faut pas dépasser la dose non plus. Malheureusement, on devient de moins en moins nombreux en agriculture, en agricole, je veux dire, en agriculteur ou agricultrice, c'est ça qui est même inquiétant. Et parce que moi, une exploitation comme la mienne, à Kerglof, il y a 15-20 ans, c'était entre guillemets une grosse exploitation, 50 hectares, c'était vraiment que maintenant, je dois être avant-dernière d'exploitation. 50 hectares, c'est petit maintenant, c'est petit. Donc, mais bon. Bon, moi, par la suite, je sais que très bien, moi, aucun de mes enfants va reprendre. Ça sera, malheureusement, ça sera un agrandissement. Pour un agrandissement, pour quelqu'un. Quelqu'un ne pourra plus... mes bâtiments, plus personne ça sera les terres, seront repris, c'est tout. D'un point de vue humain, oui, la façon de produire aujourd'hui, elle est complètement différente, en fait, quoi. Si je me réfère à ma jeunesse, je pense ne pas me tromper, mais c'est comme ça que je le percevais en tous les cas. Il y avait je ne vais pas dire que c'était de l'insouciance de la part des parents, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de se prendre la tête sur le lendemain. Ils avaient la production qu'ils avaient, ils la faisaient du mieux qu'ils pouvaient, ils le faisaient même très bien, et ils savaient qu'ils allaient réussir à élever la famille, et ils étaient heureux. Moi, j'ai une jeunesse géniale, magnifique, et aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on a les banques, on a les fournisseurs, on n'a pas le choix. Il faut trimer pour pouvoir y arriver, et donc forcément le rapport est complètement différent d'avant, quoi. Je ne vais pas vous dire qu'on a la peur du lendemain, mais presque quand même, quoi. Il est clair que l'exploitation ne se mène pas aujourd'hui comme elle se menait il y a 10 ans, même il y a 20 ans, et même il y a 40 ans, quand mon grand-père était exploitant, c'était complètement différent. Alors ça s'est certainement professionnalisé, je dirais industrialisé, et on devient de plus en plus seul dans les exploitations, puisque les moyens de production sont de plus en plus importants. Donc on a plus de boulot, on a certainement moins de revenus, alors à proportion de ce qu'ils avaient quand mes grands-parents étaient installés. On a une qualité de vie qui est différente, mais je pense qu'on prend moins le temps de vivre aujourd'hui qu'eux ne faisaient, notamment pour les périodes de moisson, les périodes d'ensilage. Aujourd'hui, il faut de toute manière que ça aille vite, puisqu'il y a une logique de rentabilité, et puis tout est fait par entreprise, en tout cas chez nous, au niveau des récoltes. Donc on essaye de réduire ces temps-là pour que la contrainte soit réduite. Donc c'est clair que avant, quand mon grand-père devait passer peut-être 3 semaines ou 1 mois à faire du maïs, c'est pareil à la moisson, et autant de soirées chez les uns, chez les autres, aujourd'hui c'est complètement différent. Maintenant, non, c'est plus du tout pareil. Malheureusement, c'est chacun chez soi, et malheureusement, c'est entre eux, c'est pas qu'ils ils se mangent l'un contre l'autre. C'est celui qui a le plus gros tracteur, celui qui a le plus gros matériel. C'est devenu... non, c'est plus du tout pareil. C'est complètement... Par rapport à... Par exemple, au niveau les jeunes, maintenant, c'est... malheureusement, c'est gros tracteur, gros matériel. Que moi, mon exploitation, j'ai un tracteur, j'ai 45 vaches... Bon, j'ai très peu de matériel, je fais tout en entreprise, par entrepreneur, et ça me convient très bien. Bon, c'est vrai que la mentalité a changé, c'est plus du tout pareil. Non.
Non, c'est plus comme on dit, on parlait de l'exploitation familiale. Moi, mon exploitation, il y a 15-20 ans, ça faisait vivre une famille. Maintenant, moi, il a fallu que j'aille, même je travaillais à l'extérieur, je travaillais dans des restaurants, parce que je n'arrivais pas, même toute seule. Les années de mes parents, lorsqu'ils se sont installés, ils vivaient très bien avec 2 fois moins d'animaux que je n'ai aujourd'hui, moi. Et c'est là que c'est un petit peu regrettable. En fait, les prix n'ont pas du tout évolué. En fait, seule, je dirais, la technicité a évolué. On s'est même fortement amélioré à tout point de vue dans l'élevage. Et en fait, tous ces gains qu'on a produits, ils ont été captés après par d'autres. On pense toujours, c'est vrai, à la grande distribution qui capte toujours la valeur ajoutée. Et nous, on a les miettes, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu regrettable, quoi. À l'époque, il suffisait de produire et puis les gens gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'une mauvaise décision peut entraîner des conséquences économiques très importantes. Et donc je trouve qu'on travaille beaucoup et qu'on n'est pas reconnu par rapport au temps qu'on passe, quoi. C'est vrai que si on ramenait le salaire, je ne vais pas parler de salaire, parce qu'en agriculture on ne parle pas de salaire, mais le revenu des agriculteurs ramené à l'heure, beaucoup seraient surpris, parce je pense qu'on est payé à moins de la moitié du SMIC. Donc je ne sais pas quelle profession aujourd'hui accepterait de travailler à ce tarif-là. Quand on a démarré, pendant 10 ans on a galéré financièrement. Et c'était très difficile. Et je m'étais juré qu'on ne revivrait plus jamais ça, en fait, par rapport aux enfants. Et parce que ça ne sert à rien de travailler toute sa vie, c'est pour galérer. Et donc, je m'étais juré que ça ne se reproduirait jamais. Et donc, toute notre décision, en fait, était faite dans ce sens. Pas d'investissement si ça devait mettre en péril notre exploitation, notre vie de famille. Et donc, les crises, pour nous, n'ont pas été quelque chose de difficile à vivre. En fait, 2009, ça nous a permis de passer en bio, parce que, bon, c'est sûr que c'était tendu, mais ça nous a permis de passer en bio, donc c'était quelque chose ça nous a fait avancer. Et bon, cette crise-ci en bio, on ne la connaît pas, nous. Par rapport à nos parents, la conjoncture a changé. Nous, on a changé aussi. La pression n'est pas du tout la même. Même par rapport à nous, on est installés depuis 1982, on pouvait démarrer tranquillement. Actuellement, un jeune qui démarre, il faut tout de suite, quoi. Il y a des exigences, il y a des règles à respecter qui sont très, très dures. Et financièrement, je pense que beaucoup de jeunes vont être pieds et poings liés à la grande distribution, aux intégrateurs autour. L'agriculteur produisait de la nourriture, maintenant moi j'ai un peu le sentiment de produire une matière première pour l'agroalimentaire, pour les grandes surfaces, et puis la société est un petit peu contradictoire, on voudrait un petit peu retrouver l'agriculture d'antan, mais ma foi rester sur le système de production des années 70 à 90 qui était peut-être pas parfait, mais qui au moins avait le mérite de produire beaucoup et à pas cher. Et on voudrait faire un petit peu mieux, mais toujours rester sur ces prix. Tout ça a des limites, et puis je crois que notre société va devoir choisir un petit peu quelle alimentation elle veut. Si elle peut choisir quelque chose, je sais pas. Pourquoi nous on est payé à 30 centimes et pourquoi on le trouve en vente à 1 euro dans les supermarchés? C'est affreux, je trouve. Moi, je trouve que les paysans sont vraiment pas considérés. Et je me dis, la France sans agriculteurs, je sais pas ce que ça va donner non plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent quand même démissionner. Voilà, il y en a marre, quoi. Et il y a aujourd'hui aussi... les femmes sont parties de l'agriculture. Et en fait, elles étaient là,
elles travaillaient souvent dans l'ombre, je trouve. Elles devaient assurer la traite, s'occuper des enfants, des courses, des finances. Ça, les femmes ont fait beaucoup les finances. Et quand elles voulaient garder un peu pour leur famille, souvent le mari achetait du matériel. Oh, c'est vrai que ça a été dur pour les femmes. Mais, et aujourd'hui, les femmes sont parties, mais elles ne reviendront plus. Elles ont eu une autre qualité de vie, elles ont eu leur salaire. L'agriculture de demain devra se passer de tous les intérêts des grands groupes phytosanitaires et vétérinaires qui plombent aujourd'hui l'agriculture. Hein. Aujourd'hui, c'est la finance qui dirige l'agriculture. Et si on veut redonner du sens à l'agriculture, il faudra faire sauter les maillons là de la chaîne qui dicte sa loi aujourd'hui. Une partie du monde paysan a été exploitée par les lobbies hydravides, c'est-à-dire les agro-industriels, les lobbies phyto. Mais je pense aussi que le paysan, il a fait des études, il doit savoir tout ça, il devrait maîtriser, savoir dire non de temps en temps et rejeter tout ce système-là, parce qu'ils le disent. Beaucoup en reconnaissent qu'ils en sont tributaires, mais qu'en même temps, ils ne savent pas dire non, quoi. Alors qu'il y a d'autres solutions que d'être à 100% intégrés comme ils le sont. Est-ce que les agriculteurs ont une part de responsabilité sur la crise actuelle ? Non, je pense pas. Notre métier est de produire. Maintenant, on sait pertinemment bien qu'on est sur des marchés globaux, des marchés mondiaux, avec une complexité effarante. Et aujourd'hui, un rien fait basculer l'offre et la demande. Et vous croyez être bien dans votre exploitation avec ce que vous faites. Mais en fait, vous vous apercevez que vous ne dirigez plus grand-chose dans ce système où forcément cette offre et demande qui est globalisée et mondialisée devient hyper dangereuse et forcément déstabilise énormément les marchés. Et suivant les régions, suivant les pays, la punition n'est pas la même forcément. On est des milliers de producteurs en France, on est face à 5-6 acheteurs en France que sont la grande distribution. Ils pèsent beaucoup parce que si un industriel perd un marché avec une centrale d'achat, ça peut entraîner des conséquences importantes. Donc c'est vrai que le rapport de force n'est pas en notre faveur, quoi. Je crois que de ce côté-là, les politiques ont aussi leur responsabilité à prendre, notamment par la LME, de remodifier cette loi qui n'est plus adaptée au rapport de force qu'on a pu créer. La surproduction, il est clair qu'aujourd'hui, même que les produits seront beaucoup moins chers, les gens vont pas en consommer 2 fois plus ou 3 fois plus parce que c'est 3 fois moins cher. Il est clair qu'il faut une régulation européenne, voire internationale, même on peut pas se permettre de... Parce qu'aujourd'hui, en plus, on est en train de pénaliser des petits pays producteurs, en exportant du lait avec des aides à l'export, et on affame entre guillemets aussi les paysans dans des pays très éloignés de nous et qui sont pas forcément des grands pays producteurs de lait, quoi, c'est plus de l'agriculture vivrière entre guillemets, et on est en train de détruire aussi cette agriculture-là dans le monde, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, l'agriculture est comme un pilier de l'économie. L'agriculteur, il est là pour nourrir les autres. Donc, je pense qu'il faut qu'il en prenne conscience. C'est important que tout le monde soit conscient. Moi, je vous dis, moi, mon plaisir, c'est de pouvoir donner du fromage aux enfants et d'être certain de lui donner quelque chose de qualité. Jamais de la vie, je donnerai un fromage si je sais qu'il a été fait dans des conditions
industrielle spéciale, chimique, quoi. Faut arrêter cette agriculture chimique. Et puis je pense aussi que l'agriculteur aujourd'hui a un rôle important à jouer, dans le sens où il faut qu'il aille vers le consommateur, il faut qu'il aille lui-même le rencontrer pour qu'il comprenne quelle est la demande du consommateur aujourd'hui, et qu'il y a un réel dialogue qui s'instaure, qui n'existe pas, que c'est les distributeurs, l'agroalimentaire qui s'en chargent, et qui s'en chargent même très bien. Donc derrière ça, on se retrouve devant des consommateurs qui sont totalement ignorants de la façon dont on travaille, qui ont une vague idée au travers des images qu'on veut bien leur diffuser, et un producteur qui en fait en a rien à foutre de savoir ce que peut penser la personne qui va manger son produit, puisque de toute manière il ne sait même pas ce que va devenir son produit. Et voilà, entre les deux, on a l'agroalimentaire qui fait son petit business et qui est en train de tous nous enfoncer, je dirais. Autant les uns que les autres. Se nourrir et boire et manger, c'est une des choses nécessaires pour tout le monde, donc on peut quand même estimer qu'il faudra toujours nourrir les gens. Les nourrir. En France, moi en tant qu'agriculteur, j'estime qu'il faut pouvoir nourrir tout le monde et qu'il ne doit pas y avoir deux styles d'agriculture. Une agriculture à pas cher pour ceux qui peuvent pas se nourrir, et puis une agriculture un peu améliorée pour ceux qui auraient les moyens. Ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas, et je trouve qu'on est un peu trop on met un peu trop en opposition l'agriculture biologique et puis l'agriculture industrielle. Il me paraît plus judicieux d'avoir un juste milieu de labels et d'AOC ou d'AOP, parce que je me dis que des fois l'élevage français est tellement dépendant des primes qu'on pourrait dire la société française pourrait se dire on veut une ferme française qui passe en bio, et les agriculteurs n'auront leurs primes que s'ils passent en bio, et c'est faisable. On pourrait même se dire allez, on se donne 10 ans, puis dans 10 ans la ferme France passe en bio, mais une fois qu'on serait tous passés en bio, en agriculture biologique, je ne suis pas persuadé que la grande surface, que l'agroalimentaire se comporterait différemment qu'aujourd'hui. Et dans ces cas-là, on se retrouverait à faire différemment, une production un petit peu plus chère, mais on serait toujours dans le même optique de toujours produire et d'apporter de la matière première pour pas cher. Par rapport aux aides, je souhaiterais donc qu'on en ait moins, parce que je trouve que c'est un système qui est malsain. Donc c'est aussi la reconnaissance. Je crois que le consommateur doit aussi avoir la reconnaissance du juste prix de la valeur des choses, de la valeur travail du paysan, reconnaître le fruit de son travail, le prix que ça vaut. Et que ce serait quand même plus juste qu'on soit rémunéré en fonction de nos coûts de production. On a des chiffres qui sont quand même publics aujourd'hui, qui sont consultables par tous. Et c'est vrai que je trouve que c'est un système malsain, parce qu'en plus, donc les aides sont, elles sont réparties bien sûr selon des critères qui sont parfois inadéquats par rapport à beaucoup d'exploitations. Donc certains se sentent lésés, certains sont plus favorisés. C'est un système qui est malsain. Donc, et puis c'est aussi la reconnaissance par le public de la juste valeur des choses, quoi. Je crois que le consommateur va être obligé de devenir consomme-acteur et devoir choisir et faire des choix. Mais il faut qu'il puisse faire ses choix par un étiquetage. Je crois que c'est des choses simples qui peuvent être mises un peu en place. Et puis, ma foi, s'il fait le choix de l'alimentation à pas cher, on peut le faire. Et puis, s'il
s'ils préfèrent mieux, on peut aussi le faire, mais on peut pas... Autant l'agriculteur a fait au moins l'agriculteur breton sur le sujet des nitrates et des eaux de sources polluées, il a fait de gros efforts, mais il faut bien savoir, le consommateur doit bien savoir que tous ces efforts se font par des investissements et que au bout d'un moment, si on veut aller plus loin, il faut aussi qu'on puisse nous, comme tous les autres, retirer un revenu et puis avoir une certaine vue à long terme quand des projets PAC qui sont sans cesse revus et qui évoluent sans cesse, c'est pas si évident que ça de chercher à s'adapter tous les 4-5 ans ou changer de direction. Quand je fais une conférence et que avec mon diaporama, je fais passer sur un diaporama nos résultats, et en particulier nos résultats économiques de mon exploitation, mais de tous les gens qui nous suivent, où finalement on gagne un tiers de plus que les autres, en travaillant moins et en polluant 10 fois moins. Quand le débat est ouvert avec la salle, la question qui vient tout de suite, mais M. Bochon, ce que vous nous avez montré là est tellement convaincant, comment se fait-il que tous les agriculteurs ne font pas la même chose? Voilà la question. En effet, comment fait-il que, voyant de tels résultats, les agriculteurs continuent dans ce modèle qui les mène à l'impasse complète? Comment se fait-il? Je n'ai pas la réponse, sinon que tous ces jeunes agriculteurs sont passés par les écoles, qui leur ont enseigné ce modèle, et pas le nôtre. Ils sont sous l'influence des conseillers des coopératives, qui ont intérêt à ce que le modèle perdure, puisqu'ils vendent beaucoup avec ça, qui sont sous l'influence des conseillers même des chambres d'agriculture, et tout ce monde-là enseigne ce même modèle. On fait des cochons sur caillebotis intégrale, on nourrit ces vaches avec du maïs fourrage et du soja, hors de là, point de salut. Alors, entendre un autre discours, ça les laisse pantois, et il faut du temps pour qu'ils y croient. Comment je vois l'avenir de l'agriculture? Y a c'est vrai, des gros bouleversements. Tout le monde aura du mal à s'adapter, et malheureusement. Mais je pense qu'on n'a pas beaucoup le choix non plus, donc essayer de produire de la qualité, voilà. Ouais, mon sentiment, c'est ça. Et ça, on sait le faire. Non seulement on sait le faire, mais à mon avis, il faut le dire aussi. Il faut le dire qu'on fait de la qualité. Il faut dire ce qu'on fait, voilà. Parce que l'opinion, les gens, les consommateurs ont besoin de savoir, comment on produit. Eux, ils ont l'image un peu qu'on fait, peut-être pas forcément, mais ils ont un peu l'image que certains agriculteurs font un peu n'importe quoi. Alors que la majorité font des produits de qualité, et donc il faut le dire. Il faut le montrer, voilà. Et moi, à mon niveau, c'est vrai que je suis en port label rouge depuis une dizaine d'années, parce que je voulais me démarquer un peu, je voulais faire autre chose que du porc standard, entre guillemets, c'est-à-dire du cochon normal. Donc je fais du porc label rouge depuis maintenant 10 ans, avec des aliments à base de soja non OGM, de la graine de lin de style bleu blanc cœur que je mets dedans. Et je fais des animations en plus dans les magasins, que ce soit du Carrefour ou du Auchan. Je vais à la rencontre des consommateurs 2 fois par an. Et je suis très bien perçu. Au début, j'avais un peu d'anxiété, mais depuis 10 ans que je fais ça, les gens sont super contents. Même certains me reconnaissent d'une année sur l'autre quand je vais dans les magasins. Voilà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, mon métier, comme celui d'autres petits producteurs locaux, a une place dans la société parce que c'est aussi une façon d'apprendre aux gens qu'il y a d'autres solutions, qu'on peut vivre d'un métier d'une façon différente que ce qu'on a connu jusque-là. Et aussi, par exemple, en ouvrant les portes de nos exploitations,
de réapprendre aux gens, aux enfants, mais aussi aux adultes, d'où viennent les produits qu'ils consomment, et de prendre conscience que c'est important, en fait, de quelle façon ils sont cultivés ou élevés, parce que ça se répercute forcément sur la qualité du produit.